maintenant vous demander d'accueillir très chaleureusement Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert de Monaco, qui nous a fait l'amitié de venir partager avec nous sa vision du monde maritime et du monde de la mer. Monseigneur, l'estrade est à vous. Merci beaucoup. Monsieur le Préfet, Monsieur le Premier Vice-président de la région Pays de Loire, cher Pierre Hervès, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, distingués invités, chers amis. Il m'a été malheureusement impossible d'assister à l'intégralité de vos travaux, comme je l'aurais souhaité, mais j'ai été tenu informé des échanges que vous avez eus et de leur intérêt et de leur grande qualité. Je vous en félicite. Au moment de conclure ces rencontres, je souhaite avant tout remercier l'ensemble des organisateurs et des participants qui ont fait de cette convention biomarine un moment important de réflexion et de débat. Je veux vous dire aussi très simplement mon intérêt pour cette initiative et mon amitié pour ceux qui la font vivre. Cela fait en effet longtemps que je suis de très près ces travaux, les travaux de Biomarine, et que j'apprécie votre démarche. Au cœur de celle-ci, je vois deux éléments aussi complémentaires que déterminants. Le premier est son caractère extrêmement concret, délibérément ancré dans le réel. Le second tient à la nature des thèmes que vous abordez et qui touchent, par la mer et la science, à la source de la vie, aux conditions de notre existence sur Terre. Méthode concrète et objectif essentiel, je voudrais m'y arrêter quelques instants. Sur des sujets globaux, lointains et abstraits parfois, Biomarine fait le pari d'une approche économique. Alors que la plupart des initiatives liées à la sauvegarde de l'environnement privilégient une démarche morale ou politique. C'est une rupture importante, d'autant, vous le savez, que les entreprises sont souvent accusées de tous les maux, en particulier d'être responsables de beaucoup de dégâts infligés par l'homme aux mers et aux océans. Dans ce contexte, il est utile de rappeler, je crois, qu'elles sont aussi à l'origine de bien des remèdes et que le rapport sera indispensable à la solution des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Je l'affirme ici aujourd'hui, oui, nous avons besoin de l'apport des entreprises, de vos entreprises et de leur créativité pour préserver et valoriser nos mers et nos océans, éléments essentiels de notre environnement global. Car ce qui fait la force d'une entreprise, c'est d'abord le choix d'une démarche concurrentielle et innovante. C'est l'idée que l'on est capable d'apporter à ses clients quelque chose de plus ou de mieux de ce qui existe déjà. C'est la conviction que le progrès commun vient de l'initiative individuelle et que celle-ci doit être stimulée. Cette conviction est aussi au cœur de la démarche scientifique, tout entière tournée vers la nouveauté, l'invention, l'inédit. En cela, les entreprises sont des acteurs indispensables de l'innovation. Dans les domaines qui touchent à la mer, à la préservation de son environnement, l'innovation privée peut jouer un rôle déterminant. À cet égard, nous sommes en effet confrontés à des problèmes qui nous étaient inconnus il y a quelques décennies encore. Face à ce champ qui reste à défricher, toutes les capacités sont à mobiliser. C'est pourquoi les États doivent accompagner l'innovation des entreprises, tant par un système de formation adapté que par des mesures économiques et financières appropriées. C'est ma conviction. C'est ainsi que j'ai demandé à mon gouvernement d'agir dans cette direction. En soutenant l'implantation d'entreprises innovantes, en favorisant l'accueil de laboratoires, en créant un esprit de rencontre et d'émulation entre les chercheurs, nous avons voulu faire de Monaco une terre d'accueil pour l'innovation, car je suis convaincu que celle-ci sera un atout essentiel face aux défis qui se présenteront à nous à l'avenir. Il faut bien sûr que cette innovation soit conduite dans une optique de préservation du milieu naturel qu'est l'espace maritime.
Pendant trop longtemps, les principaux progrès de la science se sont traduits par une pression accrue des activités humaines sur l'environnement. L'innovation, le progrès technique étaient alors synonymes de fuite en avant. Je crois que ceci n'est plus le cas. Nous savons tous ici l'importance nouvelle de ce que l'on appelle la responsabilité sociale des entreprises. Ce souci désormais essentiel de répondre aux attentes de citoyens, consommateurs exigeants. Sous l'impulsion d'ONG clairvoyantes et grâce à une diffusion de plus en plus élargie de l'information, les entreprises sont aujourd'hui tenues à des critères environnementaux élevés. C'est une opportunité historique pour les défenseurs de l'environnement, qui doivent amplifier leur effort d'information et de sensibilisation. Mais ce l'est également pour les entreprises qui trouvent des débouchés nouveaux. Loin d'être des freins au développement, ces contraintes doivent donc être l'occasion d'une croissance plus cohérente, qui ne perde pas de vue la situation réelle des hommes, de tous les hommes. Ceux qui se nourrissaient autrefois de leur pêche et peinent aujourd'hui à le faire, ceux dont l'habitat est menacé par les dérèglements climatiques ou les pollutions, tous ceux dont le seul horizon est celui de la survie au jour le jour, quel qu'en soit l'impact écologique. Comment pourrions-nous espérer changer les choses si nous n'agissons pas aussi pour eux et surtout avec eux? C'est aussi votre responsabilité. Il ne s'agit pas pour autant de substituer purement et simplement l'économie à la politique, ni de croire que les entreprises pourraient seules rechercher l'intérêt général. Certains domaines relèvent bien évidemment de la responsabilité des dirigeants politiques. Mais cette responsabilité n'exclut ni le dialogue, ni les partenariats. La présence ici d'élus et de représentants d'institutions publiques en témoigne. Et j'en fais quotidiennement l'expérience. Comme vous le savez, j'ai depuis longtemps fait de la préservation de notre environnement l'une des priorités de mon action. Qu'il s'agisse, à Monaco, de la promotion d'une mobilité propre ou d'une plus grande efficacité énergétique, qu'il s'agisse de nos interventions dans les instances internationales, comme récemment sur le thon rouge, ou qu'il s'agisse de coopération par le soutien au développement durable des régions les plus menacées du monde, mon gouvernement poursuit en la matière une politique déterminée. Mais cette action gouvernementale est inévitablement incomplète. C'est pourquoi j'ai créé en 2006 la fondation qui porte mon nom, dédiée à l'action contre le réchauffement climatique, la défense de la biodiversité et à la problématique de l'eau. Grâce à cette fondation, nous participons ou avons participé à plus de 150 projets sur tous les continents, en partenariat avec des acteurs locaux ou internationaux, grands et petits. Et cette démarche associant population, chercheurs, acteurs privés, entités publiques et institutions internationales est, je crois, garante de l'effet de nos initiatives. Dans un contexte de crise à répétition, alors que l'on s'interroge de plus en plus ouvertement sur la capacité des États et des organisations internationales à résoudre des problèmes globaux, cette complémentarité doit être encouragée et nourrie. Pour cela, les espaces de dialogue et de rencontre doivent être multipliés. C'est le sens de ma présence ici parmi vous à cette journée et à cette conférence biomarine. De même, je crois que la diversification des expériences doit être privilégiée, comme vous le faites ici, car aucune solution ne suffira à elle seule. Aucune initiative ne permettra isolément de sauver les océans et les hommes. C'est pourquoi le niveau local est si important, car c'est localement que les solutions émergent. C'est localement qu'elles font la preuve de leur pertinence et peuvent ainsi servir d'exemple à une plus grande échelle. À cet égard, je voudrais évoquer ici
les aires marines protégées, qui sont le témoignage même d'initiatives innovantes et réussies, dans un partenariat fécond avec les acteurs privés et les populations. Leur succès tient, je crois, à 3 facteurs. D'abord, évidemment, à un intérêt écologique, celui de la protection d'un patrimoine naturel menacé et de la restauration d'écosystèmes détériorés, souvent par des décennies de dégradation. Face à ces situations, la création d'aires protégées permet d'aider les espaces marins à se régénérer. Le deuxième point digne d'intérêt réside dans leur retombée en termes halieutiques. La création de zones interdites à la pêche permet, nous le savons, d'accroître tout à la fois les stocks, leur taille et leur capacité de reproduction. De ce fait, ces aires ont des effets positifs sur la pêche qui en tire un profit indéniable, à condition, bien sûr, qu'elles respectent les zones d'exclusion. Mais il serait vain que la valorisation de ces espaces essentiels ne soit considérée que dans une optique économique immédiate. Les aires marines protégées permettent également de développer l'attrait culturel, c'est-à-dire tout à la fois scientifique, touristique, pédagogique des zones concernées. Pour toutes ces raisons, je crois que le développement des aires marines protégées peut assurément conduire à de véritables progrès. Mesdames et messieurs, chers amis, comme je le disais à l'instant, l'originalité de la démarche de cette Biomarine Business Convention tient à la rencontre de méthodes concrètes et de hautes ambitions. À travers le prisme du business, vous avez en effet abordé des questions essentielles, telles celles de l'alimentation ou de l'innovation énergétique ou de la recherche scientifique. Nourrir les hommes, les soigner, produire l'énergie qui leur permet de se chauffer, de s'éclairer ou de se déplacer, ce sont là des enjeux fondamentaux qui touchent à notre existence même, à sa fragilité, mais aussi à sa pérennité. En parcourant la mer, les hommes ont exploré les voies de navigation qui ont permis la diffusion de la civilisation méditerranéenne. En voulant parcourir les océans, ils ont relié les continents entre eux. En voulant mieux connaître leur faune et leur flore, comme le fit mon trisaïeul, le prince Albert Ier, il y a plus de 100 ans, en étudiant aujourd'hui leurs ressources biologiques, ils continuent de repousser les limites de la connaissance et du progrès. Comme l'a dit le grand cinéaste japonais Akira Kurosawa, l'homme a du génie lorsqu'il rêve. Continuons donc à rêver ensemble. C'est ainsi que les hommes auront le génie nécessaire pour espérer changer le monde. Je vous remercie.